Le 23 octobre 2004, deux jeunes de 19 ans quittèrent une fête étudiante dans la banlieue de Puebla, au Mexique, et ne rentrèrent jamais chez eux. Pendant 7 ans, leurs familles vécurent dans l'incertitude la plus totale, organisant des recherches, placardant des affiches dans toute la ville et priant pour trouver le moindre indice susceptible de leur redonner espoir. Mais en 2011, une confession inattendue allait révéler une vérité si troublante qu'elle allait changer à jamais le regard de cette communauté sur ses voisins. Quel terrible secret avait-il pu être gardé si longtemps caché? Et pourquoi quelqu'un a-t-il enfin décidé de rompre le silence? Avant de poursuivre cette histoire troublante, si vous appréciez les cas mystérieux et réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer. Et dites-nous dans les commentaires depuis quel pays et quelle ville vous regardez l'émission. Nous sommes curieux de savoir où notre communauté est répartie dans le monde. Voyons maintenant comment tout a commencé. Puebla, surnommée la Cité des Anges, est une ville coloniale mexicaine qui a connu une croissance rapide en 2004, avec plus d'1 million d'habitants. La ville a su allier la tradition de ses centres historiques au développement moderne de nouveaux quartiers résidentiels. Les familles qui allaient devenir les protagonistes de cette histoire vivaient dans la banlieue sud, plus précisément dans le quartier de San José Mayorazgo. La famille Vasquez était une famille ouvrière. Le père Roberto Vasquez travaillait comme contremaître dans une usine textile, tandis que sa femme Carmen était femme au foyer et vendait occasionnellement des produits de beauté aux voisins. Son fils Diego, âgé de 19 ans, avait terminé le lycée l'année précédente et travaillait à temps partiel dans un magasin d'électronique tout en économisant pour faire des études d'ingénieur. Diego était connu dans le quartier comme un jeune homme responsable, toujours prêt à aider ses voisins plus âgés pour les courses ou les petites réparations. À 6 pâtés de maison de là, dans une maison à 2 étages avec jardin, vivait la famille Herrera. Monsieur Joaquín Herrera possédait un garage automobile prospère en centre-ville, et sa femme, Gloria, travaillait comme secrétaire dans une école primaire locale. Son fils Carlos, 19 ans également, était le meilleur ami de Diego depuis l'enfance. Carlos avait une personnalité plus extravertie que Diego. Il aimait le rock et jouait de la guitare dans un groupe local, Eco Urbano, qui se produisait dans les bars et les fêtes du quartier. L'amitié entre Diego et Carlos avait débuté à l'école primaire et s'était renforcée au fil des ans. Ils partageaient tous deux une passion pour le football américain et étaient de fervents supporters des Pumas de l'UNAM. Adolescents, ils passaient leurs après-midi à jouer au foot dans le parc du quartier, à regarder des matchs à la télévision chez Carlos ou simplement à se promener dans la rue en discutant de leurs projets d'avenir. En octobre 2004, Mexico traversait une période de relative stabilité économique, mais les quartiers périphériques de Puebla commençaient à connaître des problèmes sociaux. La croissance urbaine rapide avait entraîné la formation de groupes de jeunes aux activités parfois douteuses, même si la plupart des habitants conservaient une vie tranquille et familiale. Le quartier de San José Mayorazgo était particulièrement réputé pour son esprit communautaire. Les voisins se connaissaient, les enfants jouaient librement dans les rues et les familles se réunissaient régulièrement pour des fêtes et des événements locaux. C'était le genre d'endroit où les nouvelles circulaient vite et où la disparition de 2 jeunes hommes bien-aimés allait provoquer un émoi qui durerait des années. Le samedi 23 octobre 2004, le jour se leva frais et clair à Puebla. La température avoisinait les 18 degrés Celsius, température typique à cette époque de l'année dans les hautes terres mexicaines. Diego avait travaillé toute la matinée au magasin d'électronique, où il avait économisé chaque peso pour s'inscrire à l'université l'année suivante. Il avait terminé son service à 14 heures et était rentré chez lui à pied, comme à son habitude. Carlos avait passé la matinée à répéter avec son groupe dans le garage d'un ami. Eco Urbano devait se produire le mois suivant dans un bar du coin, et Carlos était particulièrement enthousiaste car ils avaient travaillé sur leur propre version de chansons de Maná et Kefan. La répétition s'est terminée vers 15 heures, et Carlos a rangé sa guitare avant de rentrer chez lui. Vers 16h30, Diego est arrivé chez Carlos. Carmen Vasquez se souvient très bien d'avoir vu son fils marcher dans la rue en direction de la maison de son ami, vêtu d'une veste bleu marine qu'elle lui avait achetée 2 mois plus tôt. Diego me disait toujours où il allait, se souviendra-t-elle des années plus tard. Ce jour-là, il m'a dit qu'il allait voir Carlos et qu'il reviendrait probablement dîner. Chez les Herrera,
Gloria préparait le café lorsque Diego arriva. Les deux jeunes hommes s'installèrent dans le salon, où se trouvait une télévision et plusieurs jeux vidéo. Joaquín Herrera, qui réparait une voiture dans le jardin, les entendit discuter avec animation de leur projet pour le week-end. Ils parlaient d'aller au cinéma dimanche, se souvint Joaquín. Ils voulaient voir un film d'action qui venait de sortir. La conversation a changé lorsque Carlos a mentionné avoir entendu parler d'une fête ce soir-là chez une connaissance de fac. Il s'agissait de Mauricio Salinas, un étudiant de 21 ans qui vivait dans une maison en périphérie de la ville, dans le quartier de La Paz. Carlos avait rencontré Mauricio par l'intermédiaire d'autres musiciens locaux et était déjà venu une fois chez lui pour une petite réunion. Il a dit qu'il allait faire quelque chose de calme, expliqua Carlos à Diego. Juste quelques amis, de la musique, peut-être quelques bières. Rien de fou. Diego a d'abord manifesté une certaine réticence. C'était samedi soir, mais il devait travailler tôt le lundi et préférait généralement les réunions plus restreintes. Cependant, Carlos a insisté, arguant qu'ils avaient travaillé dur toute la semaine et qu'ils méritaient de s'amuser un peu. Vers 18 h, les jeunes décidèrent de rentrer chez eux pour dîner et se préparer pour la fête. Diego rentra chez lui, où lui et ses parents dégustèrent le traditionnel ragoût de poulet que Carmen préparait le samedi. Pendant le dîner, elle mentionna avec désinvolture qu'elle sortirait avec Carlos ce soir-là. « Où vas-tu » demanda Roberto, son père. « À une fête avec des amis » répondit Diego. « C'est chez un garçon que Carlos connaît. Je rentrerai tôt. » Carmen était légèrement inquiète, non pas par méfiance envers son fils, mais à cause de la tendance naturelle d'une mère à s'inquiéter. « Fais attention, lui dit-elle. Et appelle si tu vas être très en retard. » Diego termina son dîner vers 19 h 30. Il enfila un jean foncé et un t-shirt blanc et dit au revoir à ses parents en les embrassant sur chaque joue. « Je vous aime, dit-il, comme à son habitude. » Ce furent les derniers mots que ses parents entendirent de lui. Chez les Herrera, une scène similaire se déroulait. Carlos avait mangé les tamales que Gloria avait préparés l'après-midi et finissait de se préparer lorsque son père l'interrogea sur ses projets pour la soirée. « Peut-être que nous jouerons un peu aussi. » Joaquín, connaissant la responsabilité générale des deux garçons, ne montra pas beaucoup d'inquiétude. « Faites attention, leur dit-il, et ne buvez pas si vous devez conduire. Prenons le bus, lui assura Carlos, ou peut-être que nous pourrons nous faire raccompagner. Carlos a fini de se préparer vers 20 h 15. Il a mis son jean préféré, un t-shirt noir de son groupe préféré et ses baskets avec des verres blancs. Elle prit son portefeuille, qui contenait environ 200 pesos, et quitta la maison pour rejoindre Diego. Les deux amis se sont rencontrés au coin de la maison de Carlos, comme ils l'avaient convenu. Plusieurs voisins les ont vus marcher ensemble vers l'arrêt de bus, discutant avec animation. Doña Esperanza, une voisine de 65 ans qui s'asseyait toujours sur son porche l'après-midi, les a vus passer et leur a crié un salut. « Prenez bien soin de vous, les garçons », leur dit-il. Ils se retournèrent tous les deux, lui firent signe et crièrent « Merci, Doña Esperanza ». Le bus qui les emmènerait au quartier de La Paz est arrivé à 20 h 45. Le chauffeur, un homme nommé Fernando Ruiz, qui avait travaillé sur cette ligne pendant 5 ans, se souviendrait plus tard d'avoir vu deux jeunes hommes monter à bord de son bus cette nuit-là, bien qu'il ne puisse pas être entièrement sûr qu'il s'agissait spécifiquement de Diego et Carlos, car c'était une nuit chargée avec de nombreux passagers. La maison de Mauricio Salinas était située dans un quartier résidentiel de classe moyenne du quartier de La Paz, à environ 45 minutes en transport en commun de San José Mayorazgo. C'était une maison à 2 étages avec un grand patio, idéal pour les rassemblements. Les parents de Mauricio étaient en déplacement ce week-end pour rendre visite à des proches à Oaxaca, ce qui lui a donné la liberté d'organiser la fête. Selon les témoignages ultérieurs des personnes présentes, Diego et Carlos sont arrivés à la fête vers 21 h 30. La réunion avait commencé 1 heure plus tôt et il y avait déjà environ 25 personnes présentes. La plupart d'entre eux étaient des étudiants universitaires et des jeunes travailleurs âgés de 18 à 24 ans. Il y avait de la musique, des boissons et l'ambiance était festive mais contrôlée.
Mauricio Salinas se souviendra plus tard que les deux jeunes hommes semblaient apprécier la fête. Carlos connaissait quelques personnes de la scène musicale locale, disait Mauricio. Diego était plus timide, mais il semblait passer un bon moment. Ils ont parlé à plusieurs groupes différents tout au long de la soirée. La fête s'est déroulée sans incident notable durant les premières heures. Les jeunes ont parlé, dansé et Carlos a même joué quelques chansons sur une guitare qui se trouvait dans la maison. Diego, bien que plus réservé, semblait apprécier l'atmosphère détendue. Vers 23h30, plusieurs témoins ont remarqué Diego et Carlos en train de discuter avec un groupe de 3 jeunes hommes qui n'étaient pas de la région. Ces jeunes, qui étaient apparemment arrivés avec d'autres invités, étaient inconnus de la plupart des participants. Ils ne semblaient pas être des étudiants et leur manière de s'habiller et de se comporter était légèrement différente de celle du reste du groupe. Ce qui a été discuté exactement lors de cette conversation n'a jamais été entièrement déterminé. Toutefois, plusieurs témoins ont convenu que la conversation semblait amicale et qu'il n'y avait aucun signe de tension ou de conflit. Vers minuit, Diego et Carlos se sont dirigés vers la porte de la maison, apparemment pour partir. Mauricio Salinas a été la dernière personne à leur parler. Ils m'ont dit qu'ils partaient, se souvient-il. Je leur ai demandé s'ils voulaient que je leur appelle un taxi, mais Carlos m'a répondu qu'ils avaient déjà un moyen de rentrer. Ils se sont dit au revoir normalement. Ils ont dit qu'ils avaient passé une bonne nuit. Les deux amis ont quitté la maison vers minuit 15 le dimanche 24 octobre. Plusieurs invités qui se trouvaient dans la cour avant les ont vus marcher vers la rue, se dirigeant apparemment vers l'avenue principale où ils pourraient prendre les transports en commun ou un taxi. C'était la dernière fois que quelqu'un voyait Diego Vasquez et Carlos Herrera vivants. Le dimanche 24 octobre 2004, le jour s'est levé avec une tranquillité qui allait bientôt devenir le pire cauchemar que les familles Vasquez et Herrera aient jamais connu. Carmen Vasquez s'est réveillée à 7 heures du matin, comme à son habitude, et s'est dirigée vers la cuisine pour préparer le petit déjeuner du dimanche. Elle a remarqué que Diego n'était pas rentré à la maison, mais elle n'était pas trop alarmée au début. Il était inhabituel que son fils reste dehors toute la nuit, mais il n'était pas tout à fait inhabituel qu'il rentre tard d'une fête. À 8h30 du matin, Carmen a décidé d'appeler la maison des Herrera pour vérifier si Diego avait dormi là-bas. Gloria Herrera a répondu au téléphone et la conversation qui a suivi a révélé que Carlos n'était pas non plus rentré chez lui. Les deux mères ont ressenti une première pointe d'inquiétude, mais elles gardaient toujours l'espoir que leurs enfants avaient décidé de rester chez un ami après la fête. Peut-être qu'ils sont restés chez ce garçon, Mauricio, suggéra Gloria. Il a ton numéro de téléphone. Carmen n'avait pas le numéro, mais elle se souvenait que Carlos avait mentionné qu'il connaissait Mauricio par l'intermédiaire d'autres musiciens. Les deux mères ont décidé d'attendre midi avant de prendre des mesures plus drastiques. À midi, n'ayant aucune nouvelle de leurs enfants, Carmen et Gloria se sont retrouvés chez les Herrera. Roberto Vasquez et Joaquín Herrera étaient également présents et tous ont convenu qu'il était temps de commencer à passer des appels téléphoniques pour localiser les jeunes hommes. La première étape a été de contacter Mauricio Salinas. Joaquín a réussi à obtenir le numéro de téléphone grâce à un ami de la scène musicale locale. Lorsqu'ils ont appelé, Mauricio a confirmé que Diego et Carlos étaient présents à la fête et étaient partis vers minuit. Il a dit qu'il ne savait pas où ils étaient allés après avoir quitté sa maison. Ils semblaient aller bien quand ils sont partis, leur a assuré Mauricio. Ils ont dit qu'ils avaient déjà un moyen de rentrer. J'ai pensé qu'ils avaient peut-être trouvé quelqu'un pour les raccompagner. Cette information a accru l'inquiétude des familles. Si les jeunes avaient quitté la fête avec l'intention de rentrer chez eux, pourquoi n'étaient-ils pas arrivés? Au cours des heures qui ont suivi, les familles ont contacté tous les amis et connaissances de Diego et Carlos dont elles se souvenaient. Ils ont fait appel à des collègues, d'anciens camarades de classe et d'autres musiciens locaux. Personne n'avait vu les jeunes après la fête de samedi. Dimanche à 18h, Roberto Vasquez et Joaquín Herrera ont décidé de se rendre au commissariat de police local pour signaler la disparition de leurs enfants. L'officier de service, le sergent Miguel Castillo, les a accueillis avec la routine professionnelle typique de ces cas. Depuis combien de temps sont-ils portés disparus, a demandé le sergent Castillo.
Depuis hier soir, répondit Roberto. Ils sont allés à une fête et ne sont jamais rentrés chez eux. Le sergent Castillo a expliqué que techniquement, il ne pouvait pas être officiellement considéré comme disparu avant 24 heures, mais qu'il prendrait les informations préliminaires et commencerait quelques enquêtes de base. Après avoir détaillé les vêtements qu'ils portaient et toutes les informations disponibles sur leur projet pour samedi soir, le sergent Castillo les a rassurés, la plupart de ces cas se résolvent d'eux-mêmes. Les jeunes partent parfois quelques jours sans prévenir, mais nous allons commencer à poser des questions. Cette nuit-là, aucune des deux familles ne put dormir. Carmen Vasquez resta éveillée jusqu'à l'aube, attendant que Diego introduise sa clé dans la porte. Gloria Herrera fit les 100 pas dans la maison toute la nuit, vérifiant les fenêtres et se demandant si Carlos n'était pas rentré sans qu'elle ne l'ait entendu. Le lundi 25 octobre a marqué le début des recherches les plus intenses et désespérées jamais menées par la communauté de San José Mayorazgo. Les familles sont retournées au commissariat pour formaliser le signalement de disparition. L'enquête a été confiée à l'inspecteur Raúl Moreno, un enquêteur fort de 15 ans d'expérience dans les affaires de disparition. L'inspecteur Moreno a commencé son enquête en se rendant au domicile de Mauricio Salinas et en interrogeant tous les fêtards qu'il a pu identifier. Les entretiens ont révélé une tendance constante. Tous se souvenaient avoir vu Diego et Carlos à la fête. Tous ont confirmé qu'ils semblaient en bonne santé et appréciaient la soirée, et aucun incident ni conflit n'avait été constaté. Cependant, un détail intrigant est apparu, plusieurs témoins ont mentionné la conversation que Diego et Carlos avaient eue avec le groupe de 3 jeunes inconnus. Malheureusement, personne n'a pu fournir les noms ou les descriptions détaillées de ces individus et personne ne savait exactement comment ils étaient arrivés à la fête. C'est frustrant, a expliqué l'inspecteur Moreno aux familles. Nous avons une piste concernant 3 personnes qui ont parlé à vos enfants, mais nous n'avons aucun moyen de les identifier. Nous travaillons avec Mauricio pour voir s'il se souvient de qui les a invités. Pendant ce temps, les familles organisaient leurs propres recherches. Carmen et Gloria imprimèrent des centaines de tracts avec des photos de Diego et Carlos et commencèrent à les afficher sur des affiches, dans les magasins et dans les lieux publics de la ville. Ces tracts comprenaient des descriptions physiques détaillées, les vêtements qu'ils portaient la nuit de leur disparition et des numéros de téléphone pour signaler toute information. La réaction de la communauté fut immédiate et pleine d'émotion. Voisins, amis et parfaits inconnus se joignirent aux recherches organisées. Des groupes de bénévoles ratissèrent parcs, terrains vagues et quartiers reculés de la ville. L'église locale organisa des veillées de prière et les médias locaux commencèrent à couvrir l'affaire. Le journal local Le Soleil de Puebla a publié un article en première page sur la disparition. L'article comprenait des photographies des jeunes hommes et un appel à la communauté pour qu'elle fournisse toute information susceptible de faciliter les recherches. Les radios locales ont également commencé à évoquer régulièrement l'affaire, notamment lors des émissions matinales, lorsque le public était plus nombreux. Durant les premières semaines, les familles ont reçu des dizaines d'appels téléphoniques de personnes pensant avoir vu Diego et Carlos. Chaque piste, aussi improbable soit-elle, a été minutieusement étudiée. Des signalements ont été faits dans d'autres villes, dans des centres commerciaux et des gares routières. Aucune piste ne s'est avérée pertinente. L'inspecteur Moreno a élargi son enquête aux hôpitaux, morgues et centres de détention de la région. Il a également contacté les autorités des villes voisines pour les alerter de l'affaire. Cependant, après un mois d'enquête intensive, aucune preuve matérielle ni aucun témoin crédible ne permettait d'établir ce qui était arrivé aux jeunes hommes après leur départ de la fête. L'absence de preuves matérielles était particulièrement troublante. Il n'y avait aucune trace de lutte, pas de sang, pas d'objets abandonnés. C'était comme si Diego et Carlos avaient tout simplement disparu du monde après avoir marché dans cette rue du quartier de La Paz. L'impact psychologique sur les familles fut dévastateur. Carmen Vasquez souffrit d'insomnie chronique et perdit plus de 10 kg le premier mois suivant sa disparition. Roberto continua de travailler, mais ses collègues remarquèrent qu'il était devenu distant et fixait souvent le vide pendant de longues périodes. Gloria Herrera quitta temporairement son travail pour se consacrer entièrement à la recherche de son fils. Elle passait des heures chaque jour à coordonner les bénévoles, à distribuer des tracts et à suivre les pistes qui se présentaient.
Joaquin a fermé son garage pendant 2 semaines pour participer aux recherches. Lorsqu'il a finalement rouvert, il était clair qu'il n'y mettait plus le cœur. L'impact s'est fait sentir au-delà de sa famille immédiate. Le quartier de San José Mayorazgo, autrefois caractérisé par sa tranquillité et sa sécurité, a commencé à ressentir un sentiment de vulnérabilité. Les parents sont devenus plus protecteurs envers leurs enfants, les rencontres sociales se sont espacées et une atmosphère de suspicion a commencé à imprégner les interactions quotidiennes. Ce n'était plus le même quartier. Des années plus tard, Doña Esperanza, la voisine qui avait accueilli Diego et Carlos la nuit de leur disparition, se souviendrait, nous nous sommes tous demandé si cela avait pu arriver à ces braves enfants. Cela aurait pu arriver à n'importe qui. En décembre 2004, 2 mois après la disparition, les recherches organisées ont commencé à diminuer en fréquence, non pas parce que les familles avaient perdu espoir, mais parce qu'elles avaient épuisé la plupart des zones où il était logique de chercher. L'inspecteur Moreno a poursuivi l'enquête, mais sans nouvelle piste, l'enquête était dans l'impasse. Pendant les vacances de Noël 2004, les familles Vasquez et Herrera ont traversé la période la plus difficile de leur vie. Les traditions familiales dont ils bénéficiaient depuis des années leur semblaient vides et douloureuses. Carmen préparait les plats préférés de Diego, espérant inconsciemment qu'il serait présent pour le dîner. Gloria laissait les cadeaux de Carlos sous le sapin de Noël, incapable de supporter l'idée de les ranger. L'année 2005 commençait dans un mélange d'espoir désespéré et de réalité accablante. Les familles continuaient de recevoir des appels occasionnels de personnes pensant avoir vu les jeunes hommes, mais ceux-ci se faisaient de plus en plus rares. L'inspecteur Moreno maintint l'enquête ouverte, mais dut consacrer davantage de temps à de nouvelles affaires nécessitant une attention immédiate. Durant cette période, une personnalité émergea, essentielle à la poursuite des recherches, le père Miguel Herrera, curé de l'église locale. Il n'existait aucun lien de parenté avec la famille Herrera. La coïncidence de leur nom de famille était purement fortuite. Le père Miguel avait rencontré Diego et Carlos lors d'activités communautaires et avait été profondément affecté par leur disparition. Ces jeunes hommes représentaient le meilleur de notre communauté, a déclaré le père Miguel lors des messes dominicales. Nous ne pouvons pas les laisser tomber dans l'oubli. Nous devons continuer à prier pour eux et leurs familles. Le père Miguel organisait des messes de prière mensuelles pour Diego et Carlos et gardait leurs photos bien en vue dans l'église. Il apportait également un soutien émotionnel et spirituel aux familles, les aidant à garder espoir dans les moments les plus difficiles. En 2006, 2 ans après la disparition, les familles décidèrent de faire appel à des détectives privés. Après avoir épuisé toutes leurs économies pour les recherches, elles réussirent à réunir suffisamment de fonds pour engager un détective privé du nom d'Armando Vega, expert en affaires de disparition. Vega a examiné toutes les preuves disponibles et a réinterrogé de nombreux témoins initiaux. Son approche était légèrement différente de celle de l'enquête policière officielle. Il s'est davantage concentré sur la psychologie et les motivations que sur les preuves matérielles. Cependant, après 6 mois d'enquête, il est parvenu aux mêmes conclusions que l'inspecteur Moreno, les preuves étaient insuffisantes pour déterminer ce qui était arrivé aux jeunes hommes. Ce que je trouve le plus étrange, a déclaré Vega aux familles, c'est l'absence totale de preuves. Dans la plupart des cas de disparition, il y a quelque chose, un indice, un témoin, un bien. Ici, c'était comme s'ils avaient complètement disparu. En 2007, 3 ans après la disparition, les familles ont été confrontées à une réalité cruelle mais nécessaire. Roberto Vasquez et Joaquin Herrera ont repris le travail à temps plein, non pas par désespoir, mais parce qu'ils avaient besoin de subvenir aux besoins de leur famille. Carmen et Gloria poursuivirent leurs recherches, mais avec moins d'intensité. L'affaire était officiellement toujours en cours, mais en pratique, elle était classée sans suite. L'inspecteur Moreno avait été muté dans une autre division, et l'affaire avait été confiée à un jeune inspecteur moins expérimenté en matière de disparition. Durant ces années, les familles vécurent ce que les psychologues appellent un « deuil ambigu », l'incapacité à gérer pleinement la perte, faute de confirmation du décès, mais aussi d'espoir réaliste de retrouvailles. C'était un vide émotionnel qui affectait tous les aspects de leur vie. C'est cependant à cette époque que des informations ont commencé à émerger qui,
sans résoudre l'affaire, ont fourni des indices troublants sur les événements de cette nuit-là. En 2008, 4 ans après la disparition, une femme nommée Rosa Elena Campos a contacté la famille Herrera pour lui communiquer des informations qu'elle avait dissimulées pendant des années. Rosa Elena était invitée à la fête chez Mauricio Salinas ce soir d'octobre 2004. Elle avait d'abord été interrogée par la police, mais n'avait pas mentionné un détail qu'elle considérait désormais comme important. Luttant contre un sentiment de culpabilité, elle avait finalement décidé de partager l'information. J'ai vu Diego et Carlos parler avec ces 3 garçons inconnus, a raconté Rosa Elena à Gloria Herrera. Mais j'ai aussi vu autre chose. En partant, ils ne se sont pas dirigés vers l'avenue principale comme nous le pensions tous. Je les ai vus se diriger vers l'autre côté, là où plusieurs voitures étaient garées. Cette information était importante car elle contredisait l'hypothèse générale selon laquelle les jeunes s'étaient dirigés vers l'avenue pour trouver les transports en commun. S'ils s'étaient dirigés vers des voitures garées, cela suggérait qu'ils avaient peut-être accepté de se faire prendre en voiture. Tu as vu s'ils sont montés dans des voitures, demanda Gloria. Je ne voyais pas bien, a admis Rosa Elena. Il y avait d'autres voitures et d'autres personnes, et il faisait sombre, mais ils marchaient dans cette direction, pas vers l'avenue. L'enquêteur chargé de l'affaire a réinterrogé Rosa Elena et a versé ses informations au dossier. Il a également tenté de retrouver d'autres témoins susceptibles d'avoir vu Diego et Carlos près des voitures garées, mais après 4 ans, les souvenirs des témoins étaient flous et peu fiables. En 2009, 5 ans après la disparition, les familles ont organisé une veillée commémorative qui a attiré des centaines de personnes venues de toute la ville. La veillée s'est tenue dans le parc central de San José Mayorazgo, la même où Diego et Carlos avaient joué au football durant leur adolescence. Nous voulons que les gens sachent que nous n'avons pas oublié, a déclaré Roberto Vasquez lors de la veillée. Nos enfants sont toujours importants pour nous et pour cette communauté. Tant que nous ne saurons pas ce qui s'est passé, nous ne pourrons pas avoir la paix. La veillée a été relayée par les médias locaux, ce qui a suscité un regain d'intérêt pour l'affaire. Au cours des semaines suivantes, les familles ont reçu d'autres appels téléphoniques de personnes pensant détenir des informations, mais là encore, aucun ne s'est avéré utile. Le moment qui allait tout changer est survenu de manière inattendue, le 15 août 2011, près de 7 ans après la disparition de Diego et Carlos. Ce jour-là, une violente tempête s'est abattue sur la région de Puebla, provoquant des pluies torrentielles qui ont provoqué des inondations dans plusieurs quartiers. Ces précipitations ont été les plus importantes enregistrées dans la région depuis 20 ans, avec plus de 150 mm de pluie tombée en seulement 6 heures. Le quartier de La Paz, où s'était déroulé le festival d'octobre 2004, a été l'un des plus touchés. Le système de drainage, qui n'était pas conçu pour gérer un tel volume d'eau, a débordé, provoquant des inondations dans les rues et des dégâts à plusieurs propriétés. Les habitants ont été contraints d'évacuer temporairement leurs habitations pendant que les autorités s'efforçaient d'évacuer l'eau accumulée. Parmi les propriétés les plus touchées figurait une maison abandonnée de la rue Reforma, à environ 8 pâtés de maison de la maison de Mauricio Salinas. La propriété était vacante depuis plusieurs années en raison d'un litige entre héritiers et était devenue un lieu de collecte de déchets et de débris. Alors que les eaux de crue commençaient à se retirer le 16 août, les agents de nettoyage de la ville se sont rendus à la maison abandonnée pour évaluer les dégâts et retirer les débris qui avaient été emportés par le courant. L'équipe était composée de 5 employés municipaux sous la supervision de l'ingénieur Carlos Mendoza, responsable des opérations de nettoyage post-inondation dans la zone. Vers 10h30, alors qu'il travaillait à l'arrière de la propriété, l'un des ouvriers, Esteban Ruiz, a remarqué quelque chose d'étrange dans le jardin. L'eau avait érodé une partie du sol près d'un grand arbre, exposant ce qui semblait être des restes de vêtements enfouis à faible profondeur. Au début, j'ai cru que c'était juste des déchets enfouis, se souviendrait plus tard Esteban. Mais en m'approchant, j'ai vu que c'était une veste, et qu'elle était enfouie d'une manière très particulière, pas comme si elle avait été jetée là. Esteban a immédiatement appelé son superviseur, Carlos Mendoza, venu examiner la découverte. Ce qu'ils ont vu les a immédiatement incités à interrompre le nettoyage. Partiellement exposée par l'érosion,
Une veste bleu marine était exactement celle que Carmen Vasquez avait décrite comme portant son fils Diego la nuit de sa disparition. J'ai tout de suite su que ce n'était pas normal, a déclaré Carlos Mendoza. La veste avait clairement été enterrée intentionnellement. Elle n'était pas arrivée là par hasard. Et le fait qu'elle se trouve dans cette maison abandonnée, si près du lieu de la fête, était une pure coïncidence. Carlos Mendoza a pris la bonne décision, ne rien laisser de côté et contacter immédiatement les autorités. À 11h15, il a appelé le commissariat local pour signaler la découverte. L'affaire a été immédiatement confiée à l'inspecteur Fernando Aguilar, qui avait repris l'affaire de Diego et Carlos 2 ans plus tôt, après le départ à la retraite de l'inspecteur précédent. L'inspecteur Aguilar est arrivé sur les lieux accompagné d'une équipe de techniciens médico-légaux à 12h30. La zone a été immédiatement bouclée et une fouille minutieuse du jardin a commencé. Les découvertes des heures suivantes ont confirmé les pires soupçons des familles et fourni les premières pistes solides depuis près de 7 ans. Outre la veste bleu marine, les enquêteurs ont découvert les restes des 2 jeunes hommes enterrés avec certains de leurs effets personnels. Les corps avaient été enterrés dans une fosse peu profonde, d'environ 1,5 m de profondeur, et recouverts de chaux vive, apparemment pour accélérer la décomposition. Cette découverte a été bouleversante, mais elle a aussi été un profond soulagement pour les familles. Après près de 7 ans d'incertitude totale, ils avaient enfin des réponses sur le sort de leurs enfants, même si ces réponses étaient celles qu'ils redoutaient le plus. L'inspecteur Aguilar contacta les familles l'après-midi même. L'appel téléphonique que Carmen Vasquez reçut à 16h30 le 16 août 2011 était le moment qu'elle attendait et redoutait depuis 2487 jours. « Madame Vasquez, dit l'inspecteur Aguilar d'une voix grave, j'ai besoin que vous veniez au commissariat. Nous avons retrouvé Diego et Carlos. » Carmen comprit immédiatement, au ton de l'inspecteur, que ce n'était pas une bonne nouvelle. « Ils sont ?» Elle ne put terminer sa question. « Je suis vraiment désolé, madame, répondit l'inspecteur. Ils ne sont plus en vie, mais nous pouvons maintenant vous donner les réponses que vous cherchiez. » La nouvelle se répandit rapidement dans la communauté de San José Mayorazgo. En quelques heures, des centaines de voisins s'étaient rassemblés devant les maisons des familles Vasquez et Herrera, offrant leur soutien et partageant la douleur de la confirmation finale. Le père Miguel, qui avait gardé espoir pendant toutes ces années, arriva immédiatement auprès des familles. « Maintenant, nous savons où ils se trouvent, leur dit-il, et nous pouvons obtenir justice. » La découverte des restes de Diego et Carlos transforma l'affaire, passant d'une simple enquête pour disparition à un double homicide. L'inspecteur Fernando Aguilar, en collaboration avec le procureur Omar Jiménez, lança immédiatement une enquête approfondie qui allait devenir l'une des plus complexes que la ville de Puebla ait connue depuis des années. Les premiers examens médico-légaux effectués par le docteur Patricia Salazar, médecin légiste, ont révélé des informations cruciales sur les circonstances des décès. Les 2 jeunes hommes étaient décédés des suites de blessures à l'arme blanche au thorax, et ces blessures suggéraient qu'ils avaient été attaqués de front, ce qui indiquait qu'ils avaient vu leur agresseur. Les blessures correspondent à celles d'un couteau à longue lame, a expliqué le docteur Salazar aux enquêteurs. Les 2 jeunes hommes ont subi de multiples blessures, mais les blessures mortelles étaient précises, ce qui suggère que l'agresseur connaissait l'anatomie ou avait l'expérience de ce type de violence. Plus troublant encore, l'analyse médico-légale a révélé que les jeunes hommes étaient décédés à l'endroit même où ils avaient été retrouvés. Ils n'avaient pas été assassinés ailleurs puis transportés. Ils avaient été amenés vivants dans cette maison abandonnée. La maison abandonnée est devenue le centre de l'enquête. Les registres fonciers indiquaient qu'elle appartenait à une famille nommée Ramos, décédée dans un accident de voiture en 1999. Depuis, la propriété était en litige entre plusieurs parents éloignés et était restée inoccupée pendant plus de 10 ans. Ce qui est important dans cette maison, a expliqué l'inspecteur Aguilar aux familles, c'est que quelqu'un savait qu'elle était abandonnée et qu'il ne la dérangerait pas. Ce n'était pas un crime aléatoire ou spontané. Quelqu'un l'avait planifié. Les enquêteurs ont commencé à examiner minutieusement tous les documents relatifs à la maison. Ils ont découvert que, bien qu'officiellement inoccupée, des traces de présence occasionnelle sur les lieux au cours des années précédentes indiquaient une présence occasionnelle.
Ils ont trouvé des restes de feu de camp dans le jardin, des bouteilles de bière enterrées et des traces de sommeil occasionnel. L'inspecteur Aguilar s'est également attaché à réinterroger tous les témoins de la fête d'octobre 2004, grâce aux informations supplémentaires apportées par le meurtre de Diego et Carlos cette même nuit. Ces interrogatoires ont révélé des détails qui semblaient insignifiants 7 ans plus tôt, mais qui ont pris une importance nouvelle. Mauricio Salinas, l'organisateur de la soirée, a été longuement interviewé à nouveau. Lors de cette nouvelle interview, il s'est souvenu d'un détail qu'il n'avait pas mentionné en 2004. L'un des 3 jeunes hommes inconnus qui avaient parlé à Diego et Carlos avait posé des questions précises sur le quartier où vivaient les garçons. Je me souviens que l'un d'eux avait demandé de quel quartier ils étaient originaires, a raconté Mauricio. À l'époque, cela semblait être une conversation normale, mais maintenant que j'y repense, c'était une question étrange à poser lors d'une soirée. Ces informations ont conduit les enquêteurs à élaborer une nouvelle théorie. Diego et Carlos avaient été spécifiquement choisis comme victimes, et non pas victimes aléatoires. Mais cela a soulevé de nouvelles questions troublantes. Pourquoi avaient-ils été choisis? Et qui les avait choisis? L'inspecteur Aguilar a élargi l'enquête pour inclure tout lien possible entre les jeunes et la criminalité locale. Bien que les familles aient insisté sur le fait que Diego et Carlos n'avaient aucun lien avec la drogue ou le crime organisé, les enquêteurs ont dû explorer toutes les pistes. Nous savons que ces jeunes étaient des gens bien, a assuré l'inspecteur Aguilar à Roberto Vasquez lors d'une de leurs réunions régulières. Mais quelqu'un les a perçus comme une menace ou une opportunité. Nous devons comprendre pourquoi. L'enquête a révélé qu'en 2004, le quartier où la fête avait eu lieu était en proie à des problèmes croissants liés à de petits groupes criminels principalement impliqués dans le vol de voitures et le trafic de drogue. Bien que ces groupes fussent généralement peu violents, il n'était pas impossible qu'ils aient vu 2 jeunes hommes de la classe moyenne comme des cibles faciles pour un vol. Cependant, cette théorie n'expliquait pas pourquoi les jeunes hommes avaient été emmenés dans la maison abandonnée au lieu d'être simplement cambriolés dans la rue. Elle n'expliquait pas non plus le niveau de violence utilisé. Si le mobile avait été uniquement le vol, il était peu probable que les agresseurs aient été inculpés d'homicide. En septembre 2011, un mois après la découverte des corps, l'enquête prit un tournant décisif lorsque l'inspecteur Aguilar reçut un appel téléphonique anonyme. La voix était celle d'un jeune homme, qui parlait à voix basse, comme s'il craignait d'être entendu. « L'homme qui a tué ses enfants vit toujours à La Paz », dit la voix. Il travaille dans un garage sur l'avenue Juárez. Il s'appelle Victor, mais je ne connais pas son nom de famille. Il était à cette fête ce soir-là. L'appel dura moins de 30 secondes avant que l'interlocuteur ne raccroche, mais il fournissait la première piste précise aux enquêteurs. Le détective Aguilar a immédiatement commencé à enquêter sur les ateliers de réparation automobile de l'avenue Juárez dans le quartier de La Paz. Il y avait 3 garages automobiles sur cette avenue, et l'inspecteur les a visités tous, s'enquérant discrètement des employés prénommés Victor. Dans le deuxième garage, une entreprise appelée Servicio González, le propriétaire a confirmé qu'il employait un employé nommé Victor Delgado, âgé d'environ 26 ans. Victor travaille ici depuis 3 ans, explique le propriétaire, un homme d'un certain âge nommé Evaristo González. C'est un bon travailleur, très discret. À ma connaissance, il n'a jamais eu de problème avec la justice. L'inspecteur Aguilar a demandé plus d'informations sur Victor Delgado et a découvert qu'il vivait dans le quartier depuis plusieurs années. Les archives ont montré qu'en 2004, au moment des meurtres, Delgado avait 19 ans et vivait avec sa mère dans une maison située à quelques pâtés de maison du lieu de la fête. Une enquête plus approfondie a révélé que Victor Delgado avait un frère cadet nommé Sergio, qui avait 17 ans en 2004. Les frères avaient apparemment eu quelques démêlés mineurs avec la justice pendant leur adolescence, principalement pour des vols mineurs et du vandalisme, mais rien qui ne suggérait une capacité de violence extrême. L'inspecteur Aguilar commença à surveiller discrètement Victor Delgado, observant ses comportements et cherchant à déterminer s'il existait des preuves le reliant au meurtre. Pendant plusieurs semaines, il ne remarqua rien de suspect. Delgado semblait mener une vie routinière. Il travaillait au garage la journée, rentrait chez lui le soir et sortait occasionnellement avec des amis le week-end. Cependant, en octobre 2011,
exactement 7 ans après les meurtres, l'inspecteur Aguilar a remarqué un changement dans le comportement de Delgado. Il est devenu plus agité. Il a commencé à s'absenter du travail de temps en temps et semblait éviter certains endroits de son quartier. C'est comme s'il savait que nous le surveillons, a déclaré le détective Aguilar à son superviseur, ou comme si quelque chose le rendait nerveux. La réponse est arrivée le 28 octobre 2011, lorsque l'inspecteur Aguilar a reçu un autre appel anonyme. Cette fois, la voix était différente. C'était celle d'une jeune femme, parlant rapidement, comme si elle avait peur. Victor Delgado va fuir, a déclaré la femme. Son frère Sergio lui a dit que la police l'enquêtait. Ils vont tenter de quitter la ville ce week-end. La femme a raccroché avant que l'inspecteur puisse poser la moindre question, mais l'information était précise et urgente. L'inspecteur Aguilar a immédiatement consulté le procureur Jiménez au sujet de la possibilité d'arrêter Victor Delgado pour l'interroger. Nous n'avons pas suffisamment de preuves pour une arrestation officielle, a expliqué le procureur. Mais nous pouvons le convoquer pour un interrogatoire volontaire. S'il refuse ou tente de fuir, cela nous donnera davantage de justifications pour poursuivre l'enquête. Le 30 octobre 2011, l'inspecteur Aguilar s'est rendu au garage pour s'entretenir avec Victor Delgado. À son arrivée, il a constaté que Delgado n'était pas arrivé au travail ce matin-là, ce qui était inhabituel compte tenu de son comportement habituel. L'inspecteur s'est immédiatement rendu au domicile où Delgado vivait avec sa mère. Madame Maria Elena Delgado, une femme de 52 ans qui travaillait comme employée de maison, a accueilli le détective à la porte avec une nervosité évidente. « Victor est-il à la maison ?» demanda l'inspecteur Aguilar. « Non, il est parti tôt ce matin », répondit Madame Delgado en évitant tout contact visuel. « Il a dit qu'il avait des choses à faire. » Le détective a remarqué que la femme semblait extrêmement nerveuse et qu'une valise partiellement remplie était visible à travers la porte ouverte d'une pièce. « Madame Delgado, » dit fermement l'inspecteur, « je dois parler à votre fils d'une affaire très grave. Il est important que vous me disiez où il se trouve. » Madame Delgado se mit à pleurer. « Inspecteur, » dit-elle entre deux sanglots, « mon fils est très nerveux ces derniers temps. Il parle de quitter la ville. Il dit qu'il a des ennuis, mais il ne m'a pas dit lesquels. » L'inspecteur Aguilar comprit qu'il se trouvait à un tournant crucial de l'enquête. Si Victor Delgado avait réellement l'intention de fuir, il risquait de perdre leur meilleure chance de résoudre l'affaire. Il décida d'être direct avec la mère. « Madame Delgado, » dit-il, « nous enquêtons sur les meurtres de 2 jeunes hommes disparus il y a 7 ans. Nous avons des raisons de croire que votre fils pourrait détenir des informations importantes sur cette affaire. S'il s'enfuit, il sera considéré comme coupable, qu'il le soit ou non. » La révélation qu'il s'agissait d'une enquête pour homicide a visiblement bouleversé Madame Delgado. Elle s'est assise lourdement sur une chaise et a continué à pleurer pendant plusieurs minutes avant de pouvoir parler. « Je savais que quelque chose comme ça arriverait un jour, » dit-elle finalement. Victor a changé après 2004. Il est devenu très silencieux. Il faisait des cauchemars, et parfois je l'entendais parler de choses terribles dans son sommeil, mais il ne m'a jamais raconté ce qui s'était passé. Ces informations ont apporté des preuves supplémentaires de l'implication de Victor Delgado dans les meurtres. L'inspecteur Aguilar a immédiatement émis un avis de recherche contre Delgado et alerté tous les commissariats de police de la région. Les recherches pour retrouver Victor Delgado ont duré 5 jours intenses. Finalement, le 4 novembre 2011, il a été localisé dans un hôtel low cost de la ville de Tlaxcala, à environ 100 km de Puebla. Il s'était enregistré sous un faux nom, mais un employé de l'hôtel a reconnu sa photo et a contacté les autorités. Lors de son arrestation, Victor Delgado portait un sac à dos contenant des vêtements pour plusieurs jours, environ 8000 pesos en espèces et un couteau de cuisine d'une lame de 15 cm. Il avait également en sa possession un carnet dans lequel il avait consigné ce qui semblait être des fragments d'aveux. L'interrogatoire de Victor Delgado a débuté le 5 novembre 2011 à 9 h au parquet de Puebla. Étaient présents l'inspecteur Fernando Aguilar, le procureur Omar Jiménez et l'avocat désigné de Delgado, Rafael Moral.
Les familles de Diego et Carlos avaient été informées de l'arrestation, mais n'étaient pas présentes lors du premier interrogatoire. Víctor Delgado était un homme mince de 26 ans, aux cheveux et aux yeux noirs, qui semblait constamment éviter tout contact direct. Durant les 30 premières minutes de l'interrogatoire, il a nié avoir eu connaissance des meurtres et a insisté sur le fait qu'il n'avait jamais rencontré Diego Vázquez ou Carlos Herrera. « Je n'ai jamais assisté à cette fête », répétait-il à plusieurs reprises. « Je ne comprends pas pourquoi ils pensent que j'ai quelque chose à voir avec ça. » Cependant, l'inspecteur Aguilar avait soigneusement préparé l'interrogatoire. Il a commencé par présenter des preuves reliant Delgado à la scène du crime, des dossiers prouvant qu'il était sans emploi depuis octobre 2004 et qu'il avait été fréquemment aperçu dans le quartier où se trouvait la maison abandonnée. « Victor, dit l'inspecteur Aguilar, nous avons des témoins qui vous ont vu à cette fête la nuit de la disparition de Diego et Carlos. Nous avons aussi des preuves que vous connaissiez la maison abandonnée où les corps ont été retrouvés. Pourquoi ne nous dites-vous pas la vérité ?» Delgado maintint son déni pendant 2 heures encore, mais l'inspecteur Aguilar remarqua qu'il était de plus en plus agité. Ses mains tremblaient légèrement et il transpirait, malgré la fraîcheur de la pièce. Le tournant fut lorsque l'inspecteur Aguilar mentionna le carnet retrouvé dans le sac à dos de Delgado. À l'intérieur se trouvaient des fragments de phrases qui semblaient décrire les événements de cette nuit d'octobre. « Dans ton carnet, tu as écrit, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. C'était juste censé les effrayer, lut l'inspecteur. Avec quoi était-ce censé les effrayer, Victor ? C'est à ce moment-là que Víctor Delgado s'est effondré. Il s'est mis à pleurer sans pouvoir s'arrêter et, pendant plusieurs minutes, il a été incapable de parler de manière cohérente. Lorsqu'il se calma enfin suffisamment pour parler, ses premiers mots furent « Je ne voulais pas qu'il meure. Je n'ai jamais voulu qu'il meure. » S'ensuivit une confession de 3 heures qui révéla une vérité plus complexe et troublante que quiconque l'aurait imaginé. L'histoire que Víctor Delgado raconta cet après-midi-là allait changer à jamais la compréhension des familles de ce qui était arrivé à leurs enfants. Tout a commencé par une bêtise, a raconté Delgado d'une voix à peine audible. Mon frère Sergio avait des problèmes avec des jeunes de San José Mayorazgo. Il y avait eu une bagarre lors d'un match de foot, et l'un d'eux l'avait humilié devant ses amis. D'après les aveux de Delgado, son jeune frère était rentré chez lui en septembre 2004 avec une lèvre fendue et une estime de soi brisée après une bagarre avec des jeunes d'un autre quartier. Sergio avait insisté sur le fait qu'il devait faire quelque chose pour regagner son respect. Sergio connaissait quelqu'un qui allait assister à une fête où ces types seraient présents, a poursuivi Delgado. Le plan initial était juste de leur faire peur, peut-être de les voler, pour qu'ils sachent qu'ils ne pouvaient pas nous embêter. Nous n'avons jamais envisagé de blesser gravement qui que ce soit. Delgado expliqua que lui, son frère Sergio et un troisième ami, Raúl Escobar, s'étaient rendus à la fête dans le but précis de retrouver les jeunes hommes qui avaient humilié Sergio. Cependant, à leur arrivée, Sergio fut incapable d'identifier précisément les garçons impliqués dans la bagarre. Il y avait trop de monde, et Sergio a dit qu'il ne savait pas exactement de qui il s'agissait, a déclaré Delgado. Mais ensuite, il a vu Diego et Carlos et a dit qu'il pensait que l'un d'eux était présent ce soir-là, au match. Il n'en était pas sûr, mais il était en colère et voulait faire quelque chose. La décision de cibler spécifiquement Diego et Carlos était, selon Delgado, basée sur une erreur d'identification de son frère. Aucun des 2 jeunes hommes n'avait été impliqué dans la bagarre initiale, mais ils en avaient été victimes parce qu'ils se trouvaient au mauvais endroit au mauvais moment. Nous leur avons dit que nous avions de l'herbe à vendre et que s'ils voulaient en acheter, ils pouvaient venir avec nous à l'endroit où nous l'avions caché, a expliqué Delgado. Ils prétendaient ne pas consommer de drogue, mais Raúl insista, affirmant que ce n'était qu'un essai, que c'était gratuit. Cette révélation expliquait pourquoi Diego et Carlos s'étaient dirigés vers les voitures garées plutôt que vers l'avenue principale. Ils n'étaient pas partis volontairement avec des inconnus. Ils avaient cru à une transaction de drogue, ce qu'ils avaient d'abord rejeté, mais qu'ils avaient finalement accepté par curiosité juvénile ou sous la pression sociale. Nous les avons emmenés dans la maison abandonnée, car nous savions que personne ne nous dérangerait là-bas, a poursuivi Delgado. Sergio et Raúl voulaient leur faire peur, peut-être les tabasser un peu pour leur prouver leur innocence,
mais une fois sur place, la situation a très vite dégénéré. D'après les aveux de Delgado, ce qui avait commencé comme un plan d'intimidation mutuelle a rapidement dégénéré en violence lorsque Diego et Carlos ont réalisé qu'il n'y avait pas de drogue et qu'ils avaient été piégés. Les jeunes hommes avaient tenté de partir, ce qui avait mis Sergio et Raúl en colère, se souvient Delgado. Diego a dit qu'ils allaient nous dénoncer à la police, se souvient Delgado. Sergio est devenu fou furieux. Il a dit qu'on ne pouvait pas laisser faire ça. J'ai essayé de calmer les esprits, mais Raúl a sorti un couteau. Selon Delgado, il s'en est suivi une escalade de violence qui, au départ menaçante, s'est rapidement transformée en tragédie. Carlos avait tenté de protéger Diego, ce qui avait entraîné leur agression. Tout s'est passé si vite, a raconté Delgado en pleurant à nouveau. Raúl a attaqué Carlos parce qu'il essayait d'aider Diego. Sergio a attaqué Diego. J'ai essayé de les arrêter, mais c'était trop tard. Les aveux de Delgado ont révélé qu'il avait été le moins violent des trois agresseurs, mais qu'il avait contribué à dissimuler le crime. Tous les trois avaient enterré les corps dans le jardin de la maison abandonnée la nuit même, à l'aide d'outils trouvés dans un hangar de la propriété. Nous avons utilisé de la chaux trouvée à la maison, expliqua Delgado. Raúl disait que ça les aiderait à disparaître plus vite. Aucun de nous ne savait vraiment ce que nous faisions. L'inspecteur Aguilar interrompit alors les aveux pour poser une question cruciale. Où sont Sergio et Raúl maintenant? Delgado resta silencieux plusieurs minutes avant de répondre. Sergio est mort dans un accident de moto en 2008, dit-il finalement. Raúl a quitté la ville peu après les faits. Je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Cette information a considérablement compliqué l'affaire. Le frère de Delgado, qui, selon les aveux, était l'un des principaux instigateurs, était décédé 3 ans plus tôt. Le troisième participant avait disparu et pouvait se trouver n'importe où dans le pays. Le procureur Jiménez a décidé de vérifier immédiatement les affirmations de Delgado concernant la mort de son frère. Les archives ont confirmé que Sergio Delgado est décédé dans un accident de moto le 15 mars 2008, lorsqu'il a apparemment perdu le contrôle de son véhicule dans un virage dangereux à la périphérie de Puebla. L'accident de votre frère était-il vraiment un accident? Demanda l'inspecteur Aguilar. Oui, répondit immédiatement Delgado. Sergio avait bu ce soir-là. Il conduisait toujours très vite quand il buvait, mais je pense que parfois il voulait que ce genre de choses arrive. Il n'a jamais pu se remettre de ce que nous avions fait. La confession se poursuivit, Delgado expliquant comment les 3 hommes avaient gardé le secret pendant des années. Ils avaient convenu de ne jamais parler de l'incident et d'éviter tout lieu ou toute personne susceptible de leur rappeler cette nuit-là. Mais c'était impossible à oublier, dit Delgado, surtout quand on voyait les familles chercher leurs enfants. Sergio commença immédiatement à faire des cauchemars. Moi aussi. Raúl partit, disant qu'il ne supportait pas d'être dans la même ville. L'inspecteur Aguilar a demandé pourquoi Delgado avait finalement décidé d'avouer après tant d'années. Parce que lorsqu'ils ont trouvé les corps, j'ai su que ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne me trouvent, a-t-il répondu. Et pourquoi? Parce que je n'en pouvais plus. Je meurs à petit feu depuis 7 ans. Chaque fois que je voyais les familles aux informations, chaque fois que je passais devant la maison où vivaient Diego et Carlos, j'avais l'impression de me noyer. Delgado a également révélé qui avait passé les appels anonymes qui avaient dirigé la police vers lui. Ma petite amie savait que quelque chose n'allait pas, a-t-il admis. Je ne lui ai jamais dit exactement quoi, mais je savais que cela avait un lien avec la disparition des garçons. Lorsqu'ils ont retrouvé les corps, elle m'a dit que je devais faire ce qu'il fallait, sinon elle le ferait pour moi. Les aveux de Delgado furent intégralement enregistrés et signés par lui en présence de son avocat. Cependant, l'affaire n'était pas totalement close. Les autorités devaient retrouver Raúl Escobar, le troisième complice des meurtres. La recherche de Raúl Escobar devint une opération nationale impliquant plusieurs États mexicains. D'après les informations fournies par Victor Delgado, les enquêteurs ont déterminé qu'Escobar avait 21 ans en 2004 et avait grandi dans une famille ouvrière de Puebla.
Ses parents étaient décédés lorsqu'il était adolescent et il avait vécu chez plusieurs membres de sa famille pendant ses années de formation. Le 18 novembre 2011, après 2 semaines de chasse à l'homme intensive, Raúl Escobar a été localisé à Monterrey, dans l'état de Nuevo León, où il vivait sous un faux nom et travaillait dans le bâtiment. Lors de son arrestation, il a d'abord nié toute connaissance de l'affaire, mais lorsqu'il a entendu les aveux de Víctor Delgado, il a lui aussi craqué et a reconnu son implication. Les aveux d'Escobar concordent largement avec ceux de Delgado, même s'il fournit quelques détails supplémentaires sur la planification du crime. Il confirme que l'attaque était en partie préméditée, même si le niveau de violence dépassait ses intentions initiales. Nous n'avons jamais pensé tuer qui que ce soit, a déclaré Escobar lors de son interrogatoire. Mais quand la situation s'est aggravée, nous avons tous paniqué. Personne ne savait comment arrêter ce qui se passait. Le 3 décembre 2011, exactement 7 ans et 1 mois après la disparition de Diego et Carlos, les familles Vasquez et Herrera ont enfin eu l'occasion de confronter les responsables de la mort de leur fils. L'audience préliminaire s'est tenue au tribunal de Puebla, en présence des 2 familles. Carmen Vasquez, qui avait gardé son sang-froid pendant des années de recherche, s'autorisa enfin à exprimer sa douleur et sa colère. « Vous n'avez pas seulement tué nos enfants, dit-elle à Delgado et Escobar. Vous avez aussi tué nos familles. Nous mourons lentement depuis 7 ans, nous demandant ce qui s'est passé, en attendant votre retour. » Roberto Vasquez, qui avait été le plus fort lors des recherches, peinait à garder son sang-froid. « Mon fils était un bon garçon, dit-il d'une voix brisée. Il n'a jamais fait de mal à personne. Pourquoi l'ont-ils tué? Pour quelque chose qu'il n'avait même pas fait. Gloria Herrera s'est adressée directement à Víctor Delgado, mon fils avait des rêves. Il voulait devenir musicien, fonder une famille. Vous lui avez tout enlevé à cause d'un malentendu. Comment allez-vous vivre avec ça jusqu'à la fin de vos jours? Joaquín Herrera, le père de Carlos, fut le plus direct dans sa confrontation. 7 ans, dit-il d'une voix tendue. 7 ans à penser que nos enfants étaient peut-être vivants quelque part, que nous les reverrions peut-être. Vous nous avez privés de la moindre occasion de leur dire au revoir comme il se doit. Víctor Delgado, qui avait pleuré pendant la majeure partie de l'audience, a finalement pris la parole. Je sais que rien de ce que je peux dire ne changera ce que nous avons fait, a-t-il déclaré. Je sais que cela est impardonnable, mais je veux que vous sachiez que pas un jour ne s'est écoulé depuis 7 ans sans que je pense à Diego et Carlos. Pas une nuit ne s'est écoulée sans que je fasse des cauchemars à propos de cette nuit-là. Raúl Escobar est resté silencieux pendant la majeure partie de l'audience, mais lorsque le juge lui a demandé s'il avait quelque chose à dire aux familles, il a répondu « Je suis désolé. Je sais que cela ne veut rien dire pour le moment, mais je suis plus désolé que je ne peux le dire. » Le procès a duré plusieurs mois. Víctor Delgado a été condamné à 25 ans de prison pour meurtre au 2e degré et complicité après les faits. Raúl Escobar, qui a avoué être le plus violent des agresseurs, a été condamné à 30 ans de prison. Tous 2 ont également été condamnés à verser des réparations financières à leurs familles, bien que les montants soient largement symboliques compte tenu de leurs ressources financières limitées. L'affaire a eu un impact profond sur la communauté de Puebla. Les médias locaux ont largement couvert le procès, et l'histoire est devenue un douloureux rappel de la violence qui peut naître des malentendus les plus insignifiants et des décisions les plus impulsives. Pour les familles, la clôture juridique n'a pas mis fin à leur souffrance, mais elle a apporté une autre forme de paix. Carmen Vasquez a décrit ses sentiments après le prononcé de la sentence. « Je ne me sens pas mieux, mais je me sens différente. Pendant 7 ans, nous n'avons pas su ce qui s'était passé. Maintenant, nous le savons. C'est terrible, mais c'est la vérité, et nous avions besoin de la vérité. » Le père Miguel, qui avait soutenu les familles tout au long de ces années, a célébré une messe commémorative spéciale pour Diego et Carlos après la fin du procès. L'église était remplie de voisins, d'amis et de membres de la communauté qui suivaient l'affaire depuis des années. Diego et Carlos ne sont pas morts en vain, a déclaré le père Miguel lors de son homélie. Leur histoire nous rappelle l'importance de la communication, de la compréhension et de la résolution pacifique des conflits.
Elle nous rappelle que chacune de nos décisions peut avoir des conséquences bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Dans les années qui ont suivi le procès, les familles ont œuvré à la création d'une fondation à la mémoire de Diego et Carlos. Cette fondation avait pour vocation de soutenir les familles de personnes disparues et de promouvoir des programmes de prévention de la violence chez les jeunes dans les écoles locales. Carmen Vasquez est devenue une fervente défenseur des familles confrontées à des situations similaires. Personne ne devrait avoir à vivre ce que nous avons vécu, disait-elle souvent. Si notre expérience peut aider d'autres familles à trouver des réponses plus rapidement ou empêcher d'autres jeunes de prendre des décisions aussi difficiles, alors peut-être que toute cette douleur pourra avoir un effet positif. Victor Delgado et Raúl Escobar ont été incarcérés dans différentes prisons de l'État de Puebla. Selon des informations ultérieures, tous deux ont participé à des programmes de réhabilitation et ont exprimé des remords persistants pour leurs actes. Delgado, en particulier, s'est impliqué dans des programmes de prévention de la violence, sensibilisant les jeunes à risque aux conséquences de décisions impulsives. La maison abandonnée où les corps ont été retrouvés a finalement été démolie par les autorités municipales. À sa place, la communauté a construit un petit parc commémoratif avec un banc et une plaque commémorative à la mémoire de Diego et Carlos. Le parc est devenu un lieu où les familles pouvaient se recueillir pour rendre hommage à leurs enfants dans une ambiance plus positive. Le quartier de San José Mayorazgo a changé après l'affaire. Les voisins sont devenus plus protecteurs les uns envers les autres et des programmes de surveillance communautaire ont été mis en place. Mais la communauté est aussi devenue plus unie, les familles Vasquez et Herrera étant au cœur d'un réseau de soutien qui s'étendait à tout le quartier. Doña Esperanza, la voisine qui avait accueilli Diego et Carlos la nuit de leur disparition, a vécu assez longtemps pour voir l'affaire résolue. Elle est décédée en 2014 à l'âge de 85 ans, mais avant sa mort, elle se rendait régulièrement au parc commémoratif et appelait toujours les jeunes « mes garçons ». En 2016, 5 ans après sa condamnation, Carmen Vasquez a reçu une lettre à la prison Victor Delgado. Dans cette lettre, Delgado avait écrit un poème dédié à Diego et exprimé son intention de continuer à œuvrer jusqu'à la fin de sa vie pour honorer sa mémoire en aidant d'autres jeunes à éviter la violence. Je ne m'attendais pas à cette lettre, a déclaré Carmen, et je ne sais pas si je lui ai complètement pardonné, mais je vois qu'elle essaie de faire quelque chose de bien de sa vie et c'est déjà quelque chose. Roberto Vasquez n'a jamais pu reprendre pleinement son travail à l'usine Témoin. Le stress des années de recherche avait affecté sa santé et il a dû prendre une retraite anticipée. Il a passé ces dernières années à travailler pour la fondation et à entretenir un petit jardin où il cultivait les fleurs préférées de Diego. Gloria Herrera a repris son travail à l'école primaire, où elle est devenue une fervente défenseur des programmes de lutte contre le harcèlement et de résolution des conflits. Si nous pouvons apprendre aux enfants à résoudre leurs problèmes par la parole plutôt que par la violence, a-t-elle déclaré, nous pourrons peut-être éviter à d'autres familles de vivre ce que nous avons vécu. Joaquín Herrera a rouvert son atelier de réparation automobile, mais il n'a jamais pu se remettre complètement de la perte de son fils. Il est décédé d'une crise cardiaque en 2018, et de nombreux habitants de la ville ont cru qu'il avait le cœur brisé. À ses funérailles, des centaines de personnes étaient présentes, dont de nombreux musiciens locaux qui ont interprété les chansons préférées de Carlos. L'affaire Diego Vasquez et Carlos Herrera est devenue une étude de cas dans les facultés de droit local, enseignant l'importance d'enquêtes approfondies dans les affaires de disparition. Elle illustre également comment les aveux peuvent aider les familles à tourner la page, même des années après les crimes. L'inspecteur Fernando Aguilar, qui avait résolu l'affaire, a continué à travailler sur les enquêtes de personnes disparues jusqu'à sa retraite en 2019. J'ai toujours considéré l'affaire de Diego et Carlos comme la plus importante de ma carrière, a-t-il déclaré. Non seulement en raison de sa complexité, mais aussi de son impact sur les familles et la communauté. Ce que j'ai appris de cette affaire, a confié l'inspecteur Aguilar des années plus tard, c'est que la vérité finit toujours par éclater. Cela peut prendre des années, être douloureux, mais la vérité est plus forte que les secrets, et les familles méritent la vérité, quelle que soit la douleur. En 2019, 15 ans après la disparition, la Fondation Diego et Carlos a organisé une conférence sur la violence juvénile, qui a réuni des experts de tout le Mexique. Lors de cette conférence,
Carmen Vasquez a prononcé un discours résumant le parcours de sa famille. Nous avons perdu nos enfants à cause d'une série de décisions terribles prises par des jeunes qui n'ont pas compris les conséquences de leurs actes, a-t-elle déclaré. Mais à partir de cette perte, nous avons essayé de construire quelque chose qui puisse aider les autres. Nous ne pouvons pas ramener Diego et Carlos, mais nous pouvons œuvrer pour que d'autres parents ne perdent pas leurs enfants de la même manière. L'histoire de Diego et Carlos a également eu un impact sur la législation locale. En 2020, l'État de Puebla a adopté de nouvelles lois exigeant des enquêtes plus rapides et plus approfondies sur les cas de personnes disparues, en partie inspirées par les lacunes identifiées lors de l'enquête initiale sur cette affaire. Aujourd'hui, plus de 17 ans après cette nuit d'octobre 2004, les familles Vasquez et Herrera vivent toujours à San José Mayorazgo. La douleur ne disparaît jamais complètement, mais ils ont trouvé le moyen d'honorer la mémoire de leurs enfants et de contribuer à leur communauté. Le parc commémoratif où reposent Diego et Carlos est devenu un lieu de recueillement pour toute la communauté. Chaque 23 octobre, jour anniversaire de leur disparition, une veillée communautaire est organisée, où les habitants se rassemblent pour rendre hommage aux jeunes hommes et réaffirmer leur engagement en faveur de la prévention de la violence. La guitare de Carlos, rangée dans un placard depuis des années, est désormais exposée dans l'église locale, faisant partie d'un mémorial permanent. Des musiciens locaux l'utilisent occasionnellement lors de services religieux, entretenant ainsi la passion musicale de Carlos. Les biens de Diego, notamment les outils qu'il avait achetés pour son futur emploi d'ingénieur, ont été donnés à un programme local de formation professionnelle qui aide les jeunes issus de milieux défavorisés à apprendre un métier. Diego aurait voulu qu'ils aident d'autres jeunes à avoir les mêmes opportunités que lui, a expliqué Carmen. L'affaire a également changé la vie de nombreuses personnes impliquées de manière indirecte. Mauricio Salinas, chez qui la fête avait eu lieu, est devenu travailleur social et s'est consacré à aider les familles en difficulté. Je n'oublierai jamais que ces garçons ont disparu après avoir quitté ma maison, a-t-il déclaré. Je me sentais responsable d'agir pour aider d'autres familles. Rosa Elena Campos, la femme qui avait finalement révélé la direction que Diego et Carlos avaient prise après la fête, s'est mise à défendre l'importance de signaler les informations aux autorités, quel que soit le temps écoulé. Si j'avais parlé plus tôt, a-t-elle déploré, l'affaire aurait peut-être été résolue plus vite. Cette affaire nous montre comment des décisions impulsives prises sur un moment peuvent détruire à jamais des vies. Diego et Carlos sont morts à cause d'une erreur d'identité, victimes d'une série de malentendus et de décisions désastreuses qui ont dégénéré en tragédie. Son histoire nous rappelle que la violence n'est jamais la solution et que chaque décision que nous prenons, surtout dans les moments de colère ou de frustration, peut avoir des conséquences bien au-delà de notre imagination.